Salut à tous. Je voudrais commencer cette vidéo par une citation d'Henri Frédéric Amiel. La pauvreté, c'est plus qu'une privation. La pauvreté, c'est la servitude. Pendant longtemps, l'immobilier, c'est-à-dire le fait de devenir propriétaire, je m'en fichais royalement. J'avais d'autres priorités. Le travail, mes factures à payer, les devoirs des enfants, les courses à faire, les vacances à organiser, tout un tas de choses dans ma vie. En 2018, j'ai changé d'avis et j'ai compris que l'investissement immobilier, ce n'était pas juste un truc réservé aux investisseurs ni aux rentiers. J'ai compris que l'immobilier était une des bases de l'indépendance. Pas seulement de l'indépendance financière, mais de l'indépendance tout court. Dans cette vidéo, je vais te raconter une expérience douloureuse mais extrêmement utile parce qu'elle m'a fait changer d'avis au sujet de l'investissement immobilier en 2018. Avant de faire cette série de 4 vidéos dans lesquelles je vais te présenter 4 arguments qui vont t'aider à comprendre pourquoi l'immobilier n'est pas un luxe mais une nécessité. Avant toute chose, j'ai fait le tour de ce qui se disait sur YouTube. Je me suis rendu compte que les arguments en faveur de l'immobilier étaient toujours les mêmes. On vous répète encore et encore que l'immobilier, c'est une possibilité de s'enrichir gratuitement, comprenez, avec l'emprunt bancaire. On vous explique aussi que l'immobilier, c'est l'investissement le plus simple et le plus sûr qui existe, bien mieux que n'importe quel business, car plus sûr et moins coûteux. Comme d'habitude, on vous dit que c'est simple, que c'est gratuit et que c'est rapide. Entre guillemets, cela vous permet de devenir libre et même rentier. Alors vous savez peut-être ce que je pense de ce type de marketing et j'aimerais vraiment faire une vidéo qui prend le problème mais sous un autre angle. D'abord, à qui s'adresse cette vidéo? Eh bien, elle s'adresse, vous l'aurez deviné, à ceux qui ne sont pas encore propriétaires, à ceux qui envisagent de le devenir, mais qui hésitent pour plusieurs raisons, que nous allons voir plus loin. Parce que vous ne le savez peut-être pas, mais 42% des Français sont encore locataires. Pourquoi cette situation? Est-ce que c'est un choix ou est-ce que c'est une contrainte? Je me suis rendu compte que les raisons étaient diverses. La première raison, c'est le fait de croire, et j'ai bien dit de croire, que l'immobilier demande beaucoup de revenus. En réalité, comme je l'explique dans mon dossier gratuit sur l'immobilier à petit prix, il est encore possible d'acheter et même de rénover entièrement une maison. C'est-à-dire quand je dis rénover, je parle de l'électricité, du double vitrage, de la peinture dans toutes les pièces, d'une salle de bain, d'une cuisine neuve. Tout ça, c'est possible et pas seulement dans une campagne perdue au fin fond de la France, mais dans une petite ville relativement bien située avec toutes les commodités nécessaires à une famille, une école primaire, un collège, un lycée. C'est possible. Donc si ce sujet vous intéresse, ce n'est pas le sujet de cette vidéo, eh bien vous allez dans la description et puis vous cliquez sur le lien pour télécharger le dossier sur l'immobilier à petit prix. Mais revenons-en au sujet de cette vidéo. La deuxième raison qui empêche beaucoup de Français de ne pas devenir propriétaires, c'est le fait de ne pas avoir de CELI. Beaucoup de gens me disent « J'aimerais bien avoir une maison ou un appartement, mais je n'ai pas de contrat durant indéterminé. » Là encore, il existe des solutions, mais nous sommes bien d'accord, c'est compliqué. La troisième raison, c'est évidemment le refus d'emprunter. C'est une raison souvent d'ordre éthique et religieuse, car pour beaucoup, notamment pour les musulmans, le crédit bancaire est une nouvelle forme d'usure. Il y a ceux aussi qui considèrent qu'être propriétaire, c'est plus un souci qu'autre chose, notamment avec l'entretien de la maison, le jardinage, le syndic pour les immeubles. Concernant les travaux, ce n'est qu'en partie vrai, puisqu'en général, vous le savez, lorsque vous quittez un logement, le propriétaire ou l'agence va vous demander de faire un rafraîchissement, surtout si vous y avez vécu plusieurs années. Et enfin, il y a une dernière catégorie de personnes, il faut parler de tout, qui ne peuvent tout simplement pas devenir propriétaires parce qu'elles vivent dans une extrême précarité et qu'elles n'ont pas de salaire fixe. Évidemment, quand vous touchez moins de 800 € par mois, ce qui est le seuil fixé pour la pauvreté en France, eh bien, c'est difficile pour vous d'épargner et donc de pouvoir devenir propriétaire. Les personnes concernées sont en général des retraités touchant une toute petite pension, des chômeurs longue durée, des étudiants aussi, beaucoup d'étudiants, et puis des personnes qui n'ont pas d'emploi fixe et puis qui touchent le RSA par exemple. Maintenant, le but de cette vidéo, c'est de vous dire, de vous faire comprendre que malgré toutes ces raisons, qui peuvent être des raisons légitimes, vous devriez quand même tout mettre en œuvre pour essayer de devenir propriétaire. Et je vais évidemment m'expliquer. Donc le premier argument, c'est celui que je vais vous présenter dans cette vidéo. Rappelez-vous qu'il y aura 4 vidéos qui vont se suivre pour vous présenter 4 arguments vraiment solides à mon sens pour vous convaincre d'investir dans l'immobilier. Eh bien la première raison, c'est le fait que devenir propriétaire, c'est un peu comme une assurance.
C'est d'ailleurs sans doute la meilleure assurance que vous puissiez avoir en cas de coup dur. Je m'explique. Le fait d'être propriétaire ne vous protégera évidemment pas des aléas de la vie, comme la perte d'un emploi ou une maladie invalidante par exemple. De la même manière, une assurance ne va pas vous protéger contre les accidents. En revanche, le fait d'être propriétaire va amoindrir énormément les aléas de la vie. Quand on est propriétaire de son logement, on sait que quoi qu'il arrive, on aura toujours un toit sur la tête. Si vous avez payé vos échéances, personne ne peut vous mettre dehors. Alors que si vous êtes locataire, votre propriétaire peut à tout moment décider de ne pas renouveler votre bail. Et même si vous deviez avoir des difficultés financières et que vous deviez toucher qu'un RSA, eh bien au moins vous vous dites que vous avez un toit sur la tête. Et ça, c'est un énorme souci en moins. Pour vous aider à mieux comprendre ce premier argument, je voudrais vous raconter une histoire personnelle qui a été douloureuse mais extrêmement instructive. C'est arrivé en 2018 et cette expérience m'a poussé à réviser entièrement mon jugement sur l'immobilier et ce en l'espace de quelques semaines. Je suis passé d'une personne qui était insouciante, voire même plutôt méfiante vis-à-vis de l'immobilier, à une personne qui avait la volonté et qui s'était fixé comme objectif de devenir propriétaire dans les prochains mois ou dans les prochaines années. Alors qu'est-ce qui a provoqué ce changement radical de mentalité et de croyance vis-à-vis de l'immobilier? Vous allez voir que ça n'a rien à voir avec une vidéo YouTube, ça n'a rien à voir avec le fait de devenir riche, mais ça a tout à voir avec l'indépendance financière. Donc en 2018, je suis rentré en France après 4 années et demie passées à l'étranger pour le compte d'une grande entreprise française. Je revenais avec une bonne trésorerie car mon entreprise à l'époque payait tout, c'est-à-dire mon logement était payé, ma voiture était payée, mon téléphone était payé, mes costumes étaient payés et même l'école de mes enfants était payée. Ce qui m'a évidemment permis de mettre pas mal d'argent de côté. Quand je suis rentré en France, j'ai d'abord voulu ouvrir un compte bancaire pour y transférer mes fonds. Rien d'anormal pour moi. Mais première surprise, aucune banque n'a voulu m'ouvrir un compte. J'ai trouvé ça surprenant parce que j'avais vécu en France, j'avais évidemment déjà eu des comptes en banque et je n'avais jamais eu de problème, mais simplement mon précédent compte avait été fermé par la banque parce qu'il n'était plus alimenté régulièrement. Je n'aurais jamais pensé qu'ouvrir un compte en banque puisse être un problème. Je revenais de l'étranger, j'avais un contrat de directeur dans une entreprise. C'était oui un contrat en anglais, mais il y avait quand même le nom d'une grande entreprise française. Et en plus, j'ouvrais un compte pour y transférer une grosse somme d'argent. Je ne sais pas moi, je pensais que mon banquier allait plutôt m'accueillir les bras grands ouverts. Mais tous les banquiers m'ont écouté, plus ou moins poliment d'ailleurs, et m'ont répété la même chose. Est-ce que vous avez des fiches de paye? Est-ce que vous avez des feuilles d'imposition? Est-ce que vous avez un contrat de travail en France? Est-ce que vous comptez déclarer l'argent que vous allez transférer au fisc? Alors j'avais beau leur répéter que je ne pouvais pas encore avoir tous ces documents parce que je venais juste de revenir, il n'y avait rien à y faire. J'avais l'impression de parler à des robots. On aurait dit que j'étais un criminel international qui voulait blanchir son argent. Et c'est à ce moment que j'ai compris que la bureaucratie pouvait juste tuer l'humanité dans une société, jeter des familles à la rue. Finalement, après avoir fait des recherches, j'ai découvert que beaucoup d'expatriés comme moi faisaient face au même problème à leur retour en France. J'ai découvert que c'était une pratique illégale et que l'ouverture d'un compte en France était un droit pour tout citoyen, riche ou pauvre d'ailleurs. Et pour info, j'ai testé 5 banques et les 5 banques ont eu le même discours et le même comportement. Et finalement donc, sur les conseils de cette association Que Choisir, j'ai déposé un recours à la Banque de France et c'est la Banque de France qui a contraint donc une banque, on m'a demandé de choisir une banque dans mon quartier, qui a contraint une banque à m'ouvrir un compte. Bon, ça, c'était pour l'ouverture d'un compte bancaire seulement. Éventuellement, c'est difficile, mais on peut encore vivre sans compte bancaire. En revanche, vivre sans logement, c'est beaucoup plus compliqué. Et j'ai eu exactement le même problème pour trouver un logement. Je n'avais pas de fiche de paye, en tout cas mes fiches de paye provenaient d'un pays du Golfe, elles étaient en anglais, je n'avais pas de quittance de loyer, je n'avais pas de feuille d'impôt. Et donc, comme les banques, les agences et les propriétaires me claquaient la porte au nez. Et peu importe si je pouvais payer plusieurs mois d'avance, mon dossier était systématiquement refusé. Dans la plupart des pays du monde, on vous demande entre 2 et 6 mois de loyer d'avance, mais aucun autre justificatif. Vous payez, vous avez le logement. Vous ne payez pas, vous êtes mis à la porte, tout simplement. En France, et c'est au nom de la protection du locataire, on a mis en place un certain nombre de règles pour éviter les expulsions abusives. Mais du coup, les propriétaires et les agences qui travaillent pour eux ne prennent plus aucun risque. Si votre dossier présente la moindre irrégularité par rapport aux standards ou par rapport aux normes, il sera rejeté. Alors pendant des semaines,
tous les jours, je passais des coups de téléphone, je visitais des agences, j'essayais d'expliquer ma situation, j'expliquais aussi que j'avais 4 enfants, mais il n'y avait rien à faire. J'étais face à un mur de la suspicion et j'étais obligé de payer non pas une, mais 2 chambres d'hôtel par nuit. Parce que vous savez, aussi en France, la législation vous interdit d'être à plus de 4 personnes par chambre d'hôtel. Alors lentement mais sûrement, eh bien, je voyais mes économies fondre comme neige au soleil. Et là, je vous assure que j'ai vraiment commencé à flipper. J'ai pensé à ces centaines d'hommes et de femmes qui travaillaient, qui avaient des diplômes, mais qui étaient obligés de dormir dans la voiture parce que leur dossier ne remplissait pas tous les critères qui étaient exigés par les agences ou par les propriétaires. Finalement, j'ai fini par obtenir un logement, mais ça m'a coûté une fortune et j'ai dû hacker le système, non pas par plaisir, mais simplement pour sauver ma peau et celle de ma famille. Alors, je ne sais pas comment j'aurais pu affronter cette situation imprévue si je n'avais pas eu un peu de cash de côté. Nos sociétés modernes, et notamment la société française, sont devenues d'une certaine manière inhumaines, impersonnelles. Et les valeurs telles que l'honnêteté, la confiance en la parole donnée, l'engagement ont été remplacées par des feuilles d'impôt, des certificats, des comptes en banque, des fiches de paye. Avec le Covid-19, j'ai même l'impression que nous sommes passés à une étape supérieure dans le contrôle et la bureaucratisation de la société. C'est à cette époque précise, donc en 2018, après avoir été toute ma vie locataire, que j'ai compris que je devais apprendre à ne compter que sur moi-même. En ce qui me concerne, je ne sais pas pour vous, mais je ne considère pas l'indépendance financière et l'immobilier comme un truc à la mode, comme un truc pour se faire de l'argent facile. Je considère qu'être propriétaire de son logement devrait être une de nos propriétés en tant que citoyen si nous voulons nous protéger contre le glissement de notre société vers une société dans laquelle plus personne ne se fait confiance et dans laquelle votre vie peut être bouleversée en quelques semaines par un simple changement de situation. Comme la plupart des gens, je pensais que ce truc de fou était une légende urbaine. Je pensais que mes études, mon argent me protégerait de la misère. Je pensais que cela n'arrivait qu'aux autres. Mais dans les faits, sachez que ni votre patron, ni votre banquier, ni votre propriétaire, ni l'État ne sont vos amis. Si demain, il vous arrive une crise, un changement brutal dans votre vie, si vous êtes victime d'une maladie, d'un divorce, de la perte de votre emploi, votre petit confort peut vous être enlevé d'un claquement de doigts et votre argent ne pourra rien y faire. Le fait d'avoir un logement entièrement payé vous permet au moins d'avoir un toit sur la tête, ce qui vous donnera un minimum de stabilité pour affronter les épreuves de la vie. Sans ce toit, votre vie peut rapidement devenir un enfer. Alors l'objectif de l'indépendance financière, c'est avant tout celui-ci. Vous créez des actifs, matériels ou immatériels, aussi diversifiés que possible, qui évidemment ne feront pas disparaître les aléas et les épreuves de la vie, mais augmenteront votre résilience et votre autonomie. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà vécu une expérience aussi traumatisante que la mienne. Voilà, c'était mon tout premier argument pour vous encourager à devenir propriétaire et à investir dans l'immobilier. Je vous invite à aller tout de suite dans la seconde vidéo pour découvrir un argument peut-être encore plus puissant pour vous encourager à investir dans l'immobilier et devenir propriétaire. Spéciale dédicace à ceux qui s'abonnent, à ceux qui likent, à ceux qui partagent mes vidéos et un grand merci à ceux qui acceptent de jouer le jeu et à répondre aux questions que je vous pose dans les commentaires, ce qui, à mon sens, est le secret d'une communauté vivante dans laquelle il y a une interaction entre vous et moi. Une parenthèse pour conclure, vous vous souvenez que j'avais dû scinder ma chaîne en 2 chaînes. Question de référencement sur YouTube, visiblement, ce n'est pas possible d'avoir 2 thématiques différentes. Donc sur cette chaîne, je vous parle d'indépendance financière et d'immobilier à petit prix. Et puis sur la deuxième chaîne, je vous parle davantage de mon activité de coach relationnel et de formateur. N'oubliez pas, cette vidéo fait partie d'une playlist de 4 vidéos. Donc à tout de suite dans la deuxième vidéo. Salut et à très bientôt.